Il y a des dates que l'on n'oublie pas. Pour son 40e congrès, la SOFMER a choisi Strasbourg, la plus européenne des villes françaises. Les mots d'ordre de cette édition anniversaire sont clairs. Progresser et se dépasser. Mais alors, comment accompagner au mieux les patients dans leur parcours de santé ? Pour y voir plus clair, j'accueille Isabelle Deguerre. Bonjour. Bonjour. Isabelle Deguerre, vous êtes chef du service neuropédiatrie et responsable du centre de référence neuromusculaire à l'hôpital Necker. Je voulais vous demander, pour commencer, quelles sont les dernières avancées en termes de prise en charge des enfants atteints d'amyotrophie spinale ? Alors, les avancées, c'est 2017, je dirais la date du début. C'est-à-dire que ce sont l'arrivée des thérapies innovantes qui fait qu'on est passé d'une maladie dégénérative avec donc un handicap moteur extrêmement sévère, progressif et pour certains cas conduisant au décès des enfants, à des possibilités thérapeutiques qui ne guérissent pas les enfants, mais ont changé totalement leur processus évolutif, leur future vie. Et on est en train de redécrire une nouvelle histoire de la maladie et aussi de nouvelles méthodes pour aider ces enfants et les prendre en charge et leur assurer une qualité de vie, une autonomie la meilleure possible. Alors, si on retourne un petit peu en arrière et qu'on repense à cette année 2017, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qu'on a découvert à ce moment-là ? Alors, il faut revenir même bien avant. Le gène de cette maladie il a été identifié en 1995. Et puis après, pendant 20 ans, tout le monde a essayé de chercher, de trouver des moyens, soit de corriger le gène, soit d'améliorer le fonctionnement du gène, etc. Et en fait, 2017 et 2019, c'est l'avènement des thérapies innovantes, avec 2 molécules en 2017 qui sont accessibles et mises sur le marché, qui sont des modificateurs de l'épissage, et donc qui sont des traitements qu'il faut donner de façon chronique, soit en intratécal, donc un piqûre dans le dos, soit avec une prise quotidienne. Et surtout en 2019, l'arrivée de la thérapie génique, où là, c'est une injection unique du gène qui est modifié avec un vecteur viral et qui, là, va complètement modifier l'histoire de cette maladie. Est-ce qu'on considère que c'est l'arrivée de la thérapie génique en 2019 qui est un immense tournant, ou dès 2017 et les premiers traitements trouvés, il y a déjà un grand tournant ? Il y a déjà un grand tournant en 2017 parce que c'est la première fois où on propose des traitements où on va agir sur la cause de la maladie, qui est le défaut de protéine SMN, qui est une protéine de survie des motoneurones. Donc c'est un changement de paradigme. Mais ce qui est vrai, c'est que la thérapie génique, elle attaque la racine du mal, c'est-à-dire elle va corriger l'anomalie génétique dont sont atteints ces enfants, mais elle ne va pas, je dirais, le corriger à 100%, ce qui fait dire qu'on ne va pas guérir ces enfants. Il faut être très prudent sur ce terme. L'autre élément, c'est qu'on a quand même un recul qui est limité. On a dit 2017, 2019, nous sommes en 2025. Donc, on ne sait pas sur le long terme, parce que même dans les premiers essais, on a moins de 10 ans de recul, réellement, comment va se stabiliser ce type de traitement. Est-ce que déjà, aujourd'hui, on peut quand même avoir quelques petits éléments de recul ? Parce que il me semble qu'avant l'arrivée de ces traitements, l'espérance de vie de ces enfants était très faible. On a des éléments de bénéfice, ça c'est très clair. On est passé d'une survie, faut voir, les enfants ayant une amyotrophie spinale de type 1, le décès était avant l'âge de 2 ans. Donc on est passé d'une survie qui à 2 ans était égale à 0, à une survie à l'heure actuelle qui est à 90%, c'est-à-dire que ces enfants ne décèdent plus. Là où je suis plus prudente, c'est qu'ils ne sont pas totalement guéris parce que malheureusement, encore au jour d'aujourd'hui, mais j'espère que ça va changer, on va initier cette thérapie à un moment où la maladie a déjà fait des dégâts, avec destruction des motoneurones, et les motoneurones détruits ne repoussent pas. Donc la discussion, c'est traiter le plus tôt possible. Et donc on va arriver à l'autre grand pas qui vient d'être franchi, en tout cas en France, au 1er septembre 2025, qui est le dépistage néonatal. Ce dépistage néonatal, il est généralisé ? Alors le dépistage néonatal, il a été, je dirais, mis en place dans une étude de faisabilité sur 2 grandes régions,
la région de Strasbourg, donc le Grand Est, et la région d'Aquitaine. On est à Strasbourg, donc il faut quand même que j'en parle. Absolument. À l'initiative de Vincent Logel et de Didier Lacombe pour l'Aquitaine, et a duré 2 ans, où il a permis de montrer d'abord que c'était faisable, et qu'en effet, en traitant les enfants très tôt, c'est-à-dire à moins d'1 mois de vie, ont changé totalement leur avenir. C'est ce qu'avaient montré nos collègues allemands de proximité et dans d'autres pays où le dépistage existe maintenant depuis 4 ans ou 5 ans. Ce qui est clair, c'est qu'en France, une fois qu'on a réussi à convaincre, je dirais, nos autorités et qu'on a surtout permis un décret qui autorise le dépistage génétique, qui était un vrai facteur bloquant en France, on a pu à ce moment-là mettre en place de façon nationale, et c'est depuis le 1er septembre 2025, le dépistage néonatal dans toutes les maternités. L'objectif, c'est dépister donc sur le buvard qui est prélevé à 3 jours de vie, et contrôle avant 10 jours de vie. Et si réellement l'enfant est atteint d'amyotrophie spinale, proposer un traitement avant 15 jours, 3 semaines de vie, c'est-à-dire très très tôt, pour essayer de limiter au maximum, je dirais, les méfaits de la maladie qui ont déjà eu lieu. Aujourd'hui, les traitements, quels qu'ils soient, est-ce qu'ils peuvent être administrés à l'ensemble des enfants malades ? Alors en France, il y a un principe d'équité qui est extrêmement important. Tout enfant qui est sous le régime de la sécurité sociale a droit au traitement. Ce qui est important, c'est d'évaluer si cet enfant va bénéficier du traitement. Donc en France, il y a ce qu'on appelle une ERCP, qui est une réunion collégiale d'experts qui a lieu tous les 15 jours, où tous les dossiers sont discutés des enfants qui pourraient être éligibles au traitement par thérapie génique ou à un autre traitement. Pourquoi ? Parce qu'on sait que si la maladie est déjà très évoluée, c'est-à-dire qu'il y a une atteinte de la déglutition majeure et une atteinte respiratoire majeure chez ce bébé qui a quelques semaines de vie, malheureusement, malgré tous les traitements qu'on mettra en place, ça ne sera pas réversible. Et donc, en France, le choix est de traiter tous les enfants, quel que soit leur niveau de vie, leur origine et autres, à partir du moment où ils sont malades, et qu'on pense que le traitement va avoir un bénéfice et que le rapport bénéfice-risque est en faveur du traitement. Ce qui fait que tous les enfants ne sont pas traités, mais pas pour des raisons financières, mais pour des indications médicales. Mais à partir du moment où il va y avoir dépistage, ce sont des enfants, des bébés qui ne sont peut-être pas malades vus de l'extérieur, qui ont l'anomalie génétique. Là, il est clair que tous les enfants sont éligibles au traitement. Donc, si je comprends bien, l'enjeu, en fait, il est de dépister les enfants le plus tôt possible, parce que plus le traitement est pris tôt, avant que les premières atteintes n'arrivent, plus le traitement peut donner des chances de vie en meilleure santé, même si on ne parle pas de guérison, que si le traitement arrive plus tard. C'est Clairement, ça ? l'expérience de nos collègues de nos pays limitrophes, c'est qu'entre 70 et 100% des enfants qui ont été traités par ces thérapies innovantes marchent à l'âge de 18 mois. Il faut rappeler que c'est des enfants qui, normalement, sans traitement, ne tiennent pas assis, ne tiennent pas leur tête, ne marchent donc pas et décèdent avant l'âge de 2 ans. Donc on a un changement radical et on a des enfants qui sont autonomes, ce qui est très différent. Et l'enjeu, c'est traiter très tôt parce que les motoneurones qui sont détruits dans le cadre de cette maladie, en fait, le pic de destruction est probablement dans les premiers mois de la vie. Donc en fait, il faut agir le plus vite possible et même peut-être pour certains diraient en anténatal, ça c'est un autre débat éthique. Mais on va déjà commencer par le néonatal. Alors justement, quand même ce petit point, je voulais tout de même qu'on en parle. Vous en avez parlé tout à l'heure durant votre prise de parole. Est-ce qu'il y a une possibilité de traiter les enfants avant même leur naissance ? Alors, au jour d'aujourd'hui, je dirais techniquement, il pourrait, mais ça a 2 freins. Le premier est qu'on n'a aucun recul sur les effets toxiques de ce qu'on ferait. Et deuxièmement, on n'a pas la preuve formelle, ça dépend du type de molécule utilisée, qu'elle irait à la cible que l'on cherche. Donc, au jour d'aujourd'hui, il y a des modèles animaux où il y a eu des preuves de concept qui ont été faites.
Il y a une énorme pression, bien sûr, de certaines associations de parents et autres, mais la seule chose qui a été publiée, rapportée, c'est un seul cas où une maman a été traitée indirectement, c'est-à-dire qu'elle a pris le médicament par la bouche, le sirop, le risdiplam, et en fait, comme cette molécule passe le placenta sans problème, elle a indirectement traité le fœtus in utero. Mais dans ce cas unique, on a beaucoup de questions sur le réel bénéfice qu'a eu ce traitement parce que l'enfant a développé d'autres problèmes. Donc au jour d'aujourd'hui, personne n'a la preuve que ce serait un traitement sans risque, même s'il était faisable. Et puis ça voudrait dire faire un dépistage pour les familles à risque ou un dépistage en masse, qui est un autre concept, je dirais en tout début de grossesse. Et donc là, c'est encore une question très technique et morale. Et donc, si on laissons une seconde de côté, même s'il est absolument important, évidemment, la dimension morale ou éthique, est-ce qu'il y aurait un enjeu, est-ce qu'il y a un bénéfice de recherche à aller voir, investiguer pour savoir si on a un intérêt à continuer dans cette voie, à savoir traiter, soigner les enfants avant même leur naissance? Il y a un enjeu parce qu'on sait que la survie des motoneurones et leur qualité, elle se joue dans le dernier mois de la grossesse et le premier mois de vie. Donc on se dit que s'il y a une maladie génétique qui gêne la survie des motoneurones, si elle s'exprime déjà avant la naissance, elle va faire des dégâts. Ils ne seront peut-être pas majeurs, mais elle va en faire un peu. Donc il y a un enjeu. Le problème, c'est l'utilisation de traitements qui sont peut-être toxiques et sur lesquels on n'a déjà aucun recul long terme. Je dirais, même à 10 ans, on n'a pas de recul sur ces thérapies. Donc, on ne sait pas s'il y a un phénomène d'échappement, on ne sait pas s'il y a une toxicité long terme de ce type de traitement. Donc, aller le proposer en anténatal sur un bénéfice hypothétique qui correspond à la biologie, c'est encore un petit peu juste. Ok, donc, mais il y a quand même... Mais il y a des réflexions. Voilà, il y a quand même des réflexions là-dessus. Il y a plusieurs papiers qui sont sortis, c'est pas du tout tabou. Il y a des réflexions, il y a de la recherche, et je pense que la première étape, c'est la stabilité et la toxicité de ce type de produit qu'il faut clairement définir. Donc ça, c'est sur la partie éventuellement investigation au niveau du soin sur ces bébés in utero. Donc maintenant, si on revient sur les enfants qui ont déjà rejoint la Terre, comment vous voyez, quelles pourraient être les prochaines évolutions, recherches, dans quelle voie on pourrait encore aller pour faire avancer le traitement pour les enfants atteints d'amyotrophie spinale? Le premier objectif, c'est de raccourcir au maximum le délai entre le diagnostic et le traitement. Et donc là, vous voyez bien que c'est la course contre la montre. L'HAS nous avait mis une obligation que les enfants soient traités à J28 au plus tard de naissance. Là, nous, dans les enjeux et les objectifs qu'on s'est donnés, c'est un traitement à J15. Donc, vous voyez qu'on est en train de raccourcir encore plus le délai entre la naissance et le moment où l'enfant sera traité. Parce que ces 14 jours sont ces 14 jours, il y a des motoneurones qui sont détruits. Okay. Et que surtout, quel que soit le traitement qu'on donne, la thérapie génique ou les autres traitements, mais en France, on a pour l'instant choisi la thérapie génique, on sait qu'entre le moment où on injecte et le moment où il va y avoir la production de la protéine qui va protéger ces fameux motoneurones, il y a probablement un petit temps de latence de quelques semaines. Et donc, toute semaine gagnée, et c'est des motoneurones probablement gagnés. Donc oui, on est dans une sorte de course contre la montre. Donc il y a des gens qui disent, est-ce qu'il ne faut pas donner un traitement en plus pour protéger encore plus les motoneurones? Donc il y a des recherches, mais on est chez un bébé tout petit et où on n'a pas le droit non plus de mettre n'importe quel médicament, n'importe quelle toxicité. Donc il y a une vraie réflexion. Il y a même des gens qui ont proposé, certains de nos collègues à l'étranger, d'associer des molécules en disant si on en met plus, ça fera plus d'effet. Là, pour le coup, il n'y a aucune preuve scientifique dans aucun des essais qui a été fait que de mélanger des traitements avait un bénéfice rapide. Donc, il faut être prudent quand même. Qu'est-ce qui a été essayé comme type de mélange? Vous pouvez essayer la thérapie génique et puis un modificateur d'épissage qui agit sur SMN2, c'est-à-dire vous agissez sur SMN1 qui est le premier gène impliqué et vous agissez sur SMN2 qui est le deuxième gène impliqué qui joue sur la gravité de la maladie. En disant on agit sur les deux en même temps, on va gagner le jackpot. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que le problème, c'est que les deux gènes
contribuent à la fabrication de la protéine SMN, qui est comme une sorte de grappe de raisin, si vous voulez. Et en fait, c'est pas en agissant des deux côtés que vous avez obligatoirement une grappe de raisin qui sera plus stable et mieux faite. Donc il y a encore des petites questions sur est-ce que ça fait vraiment un plus par rapport à un seul traitement. Un des grands bénéfices du traitement pour les enfants atteints de cette maladie, c'est indéniablement le fait déjà de rester en vie après 24 mois de vie. Et donc, vous en avez parlé tout à l'heure aussi, d'acquérir la marche aux alentours des 18 mois. Il y a un palier à ce moment-là de vie. Donc, qui dit marche, dit mobilité, dit capacité de se mouvoir, autonomie exactement. Alors que, à la base, si je ne dis pas de bêtises, on parle d'enfants qui n'ont même pas la capacité de vraiment tenir leur tête. Alors, les formes graves ne tiennent pas leur tête, les formes un peu moins graves tiennent leur tête et tiennent à peu près assis, mais ne marchent pas. Donc on change radicalement de possibilité d'autonomie, même au niveau de la fonction des membres supérieurs, et surtout dans la qualité de vie. Ce qui est très important, c'est que dans les formes graves, il y a une atteinte de la déglutition et donc de l'autonomie à s'alimenter, et une atteinte de la respiration avec une autonomie à respirer de façon simple, qui était très altérée. Et là, on a un énorme changement, c'est-à-dire qu'on a des enfants qui mangent et qui respirent tout seuls et qui font de la rééducation, parce que c'est fondamental d'entretenir cette fonction. J'entendais parler du sport tout à l'heure. C'est des enfants, il va falloir les soigner, les surveiller comme un sportif, peut-être pas de haut niveau, mais comme un sportif. C'est-à-dire il va falloir l'entretenir, ce motoneurone à qui on évite la mort, et on va le faire travailler pour qu'il stimule aussi le muscle, la jonction neuromusculaire, et que ces enfants aient une fonction la meilleure possible. Donc, 2 éléments extrêmement importants dans ce que vous venez de dire. Donc, premièrement, c'est des enfants qui peuvent s'alimenter. Ils peuvent s'alimenter de manière classique, normale, comme tout enfant de leur âge. La majorité mange normalement, mâche, croque à l'âge où on doit mâcher et croquer. Avant, un bon nombre de ces enfants étaient alimentés sur une gastrostomie, c'est-à-dire qu'ils n'avaient même pas d'alimentation par la bouche. Donc on est complètement dans une qualité de vie différente. On va pouvoir, pour ceux où on voit qu'il y a encore une petite gêne, faire une rééducation, une prise en charge de la mobilité, de la motricité de la bouche, de la déglutition, pour leur permettre de gagner en autonomie. Et on sait que ça marche quand on le fait, parce qu'on l'a déjà fait. Pour la respiration, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on va quand même surveiller clairement leur croissance respiratoire et leur capacité respiratoire. On va mettre en place éventuellement des outils de rééducation respiratoire si on trouve que ça amène un plus. Mais ce qui est clair, c'est qu'on ne va plus avoir des enfants qui dépendent d'une machine et qui ne respirent pas sans leur machine. Donc ça, c'est une immense avancée qui, effectivement, dans les 2 cas, permettent de se projeter dans une capacité, dans une possibilité d'aller faire des activités, pratiquer des activités sportives. Mais alors, est-ce que on a un bénéfice particulier ou une prescription même à faire pour ces enfants-là à vraiment pratiquer une activité, quelle qu'elle soit, parce qu'on parle d'enfants qui sont petits, donc alors, c'est pas la première question. chose qui nous a frappé quand on a commencé à les traiter, c'est leur envie de bouger. Parce qu'habituellement, les amyotrophies spinales sont des enfants qui bougent très très peu. On dit toujours en rigolant, c'est des intellos, ils réfléchissent beaucoup, ils ne bougent pas beaucoup. Là, on va avoir le contraste, c'est-à-dire on va avoir des enfants qui ont envie de bouger, qui découvrent leur motricité, qui l'explorent. Et donc, notre choix de prise en charge, de suivi, de rééducation, il va être très modulé par ça. C'est-à-dire qu'on va même changer le type d'appareillage, le type d'installation qu'on leur proposait avant. Pour ceux qui n'arrivent pas à marcher, parce qu'il y en a quand même qui n'arrivent pas à marcher, dans ceux qui ont été traités un peu tard, on voit par exemple qu'on a changé de type de fauteuil. Avant, on leur donnait des fauteuils électriques avec des options un peu comme une voiture dernier cri. Au jour d'aujourd'hui, on n'en est pas à leur donner un fauteuil de course, mais on en est à commencer par leur proposer un fauteuil manuel léger pour les obliger à se servir de leurs bras, pour les obliger à bouger. Donc on voit qu'on a changé même notre façon de leur proposer des outils d'autonomie. L'autre chose, c'est qu'on leur propose très tôt de nager, enfin de travailler dans l'eau, parce qu'on sait que là, on a un bénéfice immédiat, les parents peuvent y participer, ça fait vraiment un enjeu familial, et c'est clair que ça modifie complètement la motricité d'un petit, d'un nourrisson ou d'un enfant de 18 mois, 2 ans, et là, il n'y a pas tellement de problèmes
participatif, c'est le plaisir d'être dans l'eau. Donc on a changé notre œil même de rééducation et de proposition d'autonomie motrice en allant vers une pratique sport adaptée, on va dire. C'est-à-dire, je répète, ces enfants ne sont pas au jour d'aujourd'hui guéris, donc il faut considérer qu'on leur propose des choses adaptées à leurs réserves musculaires, à leur capacité motrice et à leur fatigabilité pour certains. Donc, mais c'est clair qu'on a changé complètement de programme. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Voilà. Et donc, les enfants atteints d'amyotrophie spinale, ils ont une scoliose. Donc j'imagine qu'ils doivent porter des corsets, enfin quelque chose qui peut peut-être contraindre un petit peu leur mobilité. Est-ce que là, vous avez... est-ce que le corps médical ne se retrouve pas face à un espèce de paradoxe ou de balance ou de trouver l'équilibre entre quand même mettre un appareillage pour pouvoir soutenir aussi le dos notamment de ces enfants et la nécessité ou le besoin de faire une activité sportive pour justement solliciter ces muscles? On est dans le paradoxe qu'il faut qu'ils bougent, mais en même temps, il faut accepter le fait qu'ils n'ont pas une force musculaire normale dans certains segments et que de ce fait-là, ils développent des scolioses et des kyphoses. Donc, c'est un tel problème qu'on a fait un groupe d'experts nationaux et on se réunit tous les mois pour discuter de ces situations-là parce que c'était en effet, on est parti du dogme d'un corset qui était un corset très contraignant de maintien, qui est le corset garchois, où on a même la tête bloquée, donc quelque chose de très... À la réflexion, est-ce qu'on le met que 2 heures par jour parce que le reste du temps, il a le droit de bouger? Est-ce qu'on met juste un petit bustier de soutien et on le laisse bouger au-dessus? Mais ça ne corrige pas la déformation du dos. Donc, il y a vraiment des réflexions à ce sujet-là sur comment tenir ce dos, parce que ça fait vraiment des grosses déformations, et en même temps, comment laisser cet enfant expérimenter sa motricité, continuer à se muscler, parce qu'on sait très bien que si on le met dans un garchois 24 heures sur 24 avec tétière, il n'y aura plus de muscles axiaux très rapidement. Il va en effet moins se déformer, mais il va complètement s'enraidir. Donc il y a vraiment une discussion avec les parents, avec l'enfant, et nous-mêmes de changement de nos pratiques en étant un peu moins dogmatiques, on va dire. Mais c'est pas facile parce qu'on voit le dos se déformer quand même. Et après, l'étape ultime où on est arrivé, c'est de faire des chirurgies précoces, c'est-à-dire de mettre une sorte de tuteur interne, ce qu'on appelle l'instrumentation sans greffe, pour éviter ce corset qui les bloque complètement, mais en fait tenir le dos quand même par l'intérieur en accompagnant la croissance. Donc c'est là aussi de l'innovation thérapeutique, c'est pas juste une petite tige et on regarde ce qui se passe. Il faut un savoir-faire et il y a des réflexions à avoir dessus. On commence à en mettre, parce que vous voyez, je vous dis 2017-2019, vous voyez, ces enfants ont 6 ans et on commence à se poser la question sur cette tranche d'âge-là. C'est-à-dire qu'on opère des dos beaucoup plus tôt qu'avant. Mais on sait aussi qu'en les opérant du dos, on va limiter une partie de leur motricité. Vous diminuez la souplesse du dos, donc vous empêchez un enfant de faire certains gestes. Par exemple, se retourner au sol ou faire le sphinx ou s'amuser comme un petit fou. Une fois que vous avez une tige dans le dos, vous ne le faites plus. Donc là encore, une discussion rapport bénéfice-risque et où clairement on a des partenaires, les parents et l'enfant, c'est-à-dire ils ont quand même un peu la voix au chapitre sur ce sujet-là. Avec, comme il y a eu un gros changement dans l'attitude thérapeutique, dire vous nous dites là ce que c'est grave, mais vous en savez rien, peut-être que dans 5 ans on aura le médicament miracle pour ça, puisqu'on l'a eu pour la première partie. Donc nous on est en discussion permanente avec en effet les parents experts et le patient expert, enfin l'enfant. Mais il faut bien voir qu'il y a eu un tel changement dans la vision de la prise en charge et dans les paradigmes que nous-mêmes, on a du mal des fois à remettre une prise en charge très, très stricte puisque tous les repères ont été modifiés. Donc il faut quand même essayer de garder une attitude de connaissance de ce qu'est la rééducation, la prise en charge du handicap et autres, et garder cet œil expert. Il faut continuer à évaluer précisément ces enfants, parce que c'est en les regardant et en les évaluant qu'on trouvera probablement les meilleurs systèmes pour les aider. Et on a besoin d'un recul sur du long terme. C'est pour ça qu'on a un registre national, parce qu'on essaie de collecter. Ça a été d'abord une demande du ministère, mais on l'avait déjà initié avant même que le ministère nous en parle, parce qu'on a besoin d'évaluer nos pratiques, d'évaluer ces enfants et d'essayer de voir quel va être réellement leur futur pour pouvoir répondre à la génération qui arrive derrière
Et pas simplement en termes d'économie de santé, mais aussi en qualité de vie et futur. Et quand on a fait l'étude médico-économique, avec les données de la sécurité sociale, ce qui nous a frappé, c'est qu'initialement, pour ne rien vous cacher, c'est une étude médico-économique. Donc l'objectif, c'est de montrer qu'en traitant tôt, on fait des économies d'argent. On parle quand même de traitements qui coûtent extrêmement cher, donc avant de faire des économies... C'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. Mais par contre, ce qu'on a vu, c'est qu'on changeait complètement leur parcours de soins et qu'on n'avait plus ces enfants qui étaient hospitalisés 3 fois, 4 fois par an avec un séjour en réanimation, un séjour en pneumologie, 3 infections pulmonaires. Et tout ça, ça a disparu. Donc ne serait-ce que ça, en termes de qualité de vie future, c'est complètement différent. En qualité de vie future, mais même qualité de vie... de tous les jours. De tous les jours, bien sûr. Oui. Enfin, et même, ça vous le disiez au départ, et quand même, il faut le souligner, parce que pour les parents aussi, c'est extrêmement important, même d'espérance de vie. On parlait d'enfants qui pouvaient complètement. Vivre On est passé de la réflexion de soins palliatifs avec un accompagnement qu'on espérait être le moins mauvais possible, mais enfin, quand même, je dirais un avenir assez désespérant du point de vue de tout le monde, à un enfant qui va vivre et à qui il faut assurer la meilleure qualité de vie. C'est pas vivre à tout prix, mais c'est vivre en ayant une bonne qualité de vie. Et donc là, les données médico-économiques et les données du registre, elles montrent qu'on a complètement changé même le profil de vie de ces enfants et leur futur. Donc, et ils ont une meilleure qualité de vie, c'est indiscutable. Ne plus être hospitalisé, ne plus faire de pneumopathie, ne pas avoir besoin d'une gastrostomie, ne pas avoir besoin d'assistance ventilatoire. C'est certain que ça change la qualité de vie d'un enfant. C'est pas que la motricité, c'est l'ensemble. J'imagine que ça, pour les parents, c'est quelque chose de crucial. C'est quelque chose de crucial. En même temps, il faut se rendre compte que les parents, ils sont embarqués dans une aventure où, en fait, on leur annonce ce qu'aurait été la vie, la catastrophe de cette maladie, en leur disant, voilà, on va le traiter par thérapie génique la semaine prochaine. Donc, en fait, le délai de réflexion est plus que court. C'est une sorte de course contre la montre. Et les parents, ils prennent le train, ils essaient de suivre la vitesse. Mais les premières semaines, c'est complètement effrayant pour eux. C'est-à-dire, ils avaient un enfant normal. On leur dit, alors maintenant avec le dépistage, en plus, ils sortent de la maternité joyeux. On les rappelle 5 jours après en leur disant, il faut vous venir, il y a un petit problème. On leur fait une prise de sang. Et là, en 10 jours, on va leur dire, il a une amyotrophie spinale, il faut le traiter par thérapie génique. C'est un traitement compliqué, dangereux, mais ça va marcher. Ne vous inquiétez pas, venez, vous allez passer 3 jours en réanimation avec un cathéter central. Enfin, je veux dire, ils sont complètement... voilà. Et s'ils vont sur Internet, ils sont encore plus angoissés parce que... N'allez pas sur Internet. Il y a des données qui sont complètement... soit complètement hype, c'est-à-dire dans une sorte de joyeuseté qui n'a pas de sens. Et puis à l'inverse, il n'y a que des histoires tristes. Et donc, eux, ils sont au milieu de ça. Ils se demandent où ils sont et s'ils ont bien choisi, si c'est vraiment ce qu'il faut faire pour leur enfant. Donc, c'est très, très violent. Et donc, le dernier point, c'est qu'il faut qu'il y ait un accompagnement psychologique de ces familles parce qu'elles peuvent devenir pas maltraitantes, mais c'est tellement choquant, c'est tellement en dehors de la logique d'être parent d'un tout petit qu'après, ils vont avoir une sorte d'exigence qui n'est pas raisonnable non plus, c'est-à-dire vis-à-vis de cet enfant, il voudrait que qu'il aille plus vite, qu'il se redresse plus vite, qu'il serait peut-être astronaute à 3 ans, je sais pas quoi. Ouais, enfin, okay. Il devrait tout faire plus vite puisqu'il est miraculé, il a échappé à un destin tragique. Et donc là, il faut aussi les accompagner, pour leur apprendre à doser un petit peu. Cet enfant n'est pas un miracle, ça doit rester un enfant. Là, il a réchappé de manière miraculaire, mais ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas un miracle. Il faut faire. Enfin, c'est important pour la santé mentale et le futur de cet enfant. Autrement, vous le mettez dans une position compliquée. C'est très clair. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ce podcast vous a été proposé dans le cadre du 40e congrès de la SOFMER. À l'animation, Shaima Deb. À la technique, Vincent Monteil.